Salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter succinctement quelques techniques du souffle issues du Kriya, issues également de ma propre pratique. Peut-être vous donner quelques détails sur ce que la science nous permet de savoir, notamment de ce que peut apporter le souffle aujourd'hui dans nos vies en termes de médecine. Parce que le souffle, en fait, a des vertus médicinales immenses, qui sont très peu connues finalement par le grand public. Donc, dans un premier temps, il y a eu un scientifique, un médecin, qui s'est rendu compte que les personnes, l'être humain dans les anciennes générations, respiraient d'une autre façon, beaucoup plus ample, et qu'avec notre vie moderne, finalement, notre souffle s'est dégradé, et finalement on respire beaucoup trop vite par rapport à ce qu'on devrait, pour que notre organisme puisse fonctionner correctement. Ensuite, il y a aussi une autre chose, il y a eu des études qui ont pu démontrer par exemple que quand on respire convenablement, par rapport à ce qu'on peut faire de manière, on va dire, générale dans la société, qui du coup est une respiration trop rapide, donc qui crée un stress dans l'organisme, puisque finalement notre rythme cardiaque notamment va s'ajuster à notre respiration, et si on respire trop vite, on met déjà le corps dans un état d'oppression et de résistance à un stress en fait, en fin de compte, qui va déjà quelque part dégrader notre biologie et le fonctionnement correct de notre corps. On s'est rendu compte que le simple fait de respirer correctement non seulement peut soigner des quantités énormes de pathologies, le simple fait de se tenir droit déjà, qui permet déjà de respirer mieux. Et ensuite, le fait de bien respirer de manière intégrale, c'est-à-dire en prenant le souffle à peu près pendant 3 secondes, en gardant le souffle ensuite pendant à peu près 4 secondes, sans forcer, et ensuite en laissant l'air partir naturellement, doucement, à peu près pendant 3 secondes, à peu près la même durée que ce qu'on a pris à l'inspiration. Ce souffle-là a été étudié, notamment par un médecin qui a soigné plus de 1000 personnes simplement en leur apprenant à respirer des tas de maladies qui avaient un rapport avec la dégradation du système cardiovasculaire ou même des maladies qui sont plus en rapport avec le cancer ou une dégradation générale, on va dire, d'ordre génétique, par exemple, de notre corps. D'autres personnes ont aussi fondé des écoles du souffle, notamment Stig Severinsen, qui est le recordman qui a tenu 22 minutes en apnée. L'homme qui a tenu le plus longtemps en apnée dans le monde, dans l'eau. Tandis qu'une personne moyenne peut tenir à peu près 2 minutes. Cette personne-là a tenu 22 minutes. Pourquoi ? Puisqu'il est parti à un moment donné en Inde pour apprendre le yoga, apprendre des techniques de souffle, et c'est comme ça qu'il est devenu le recordman. Il y a une autre personne qui est comme lui très intéressante, c'est celui qu'on appelle l'homme des glaces, qui va simplement en short, donc comme sur la plage, torse nu, pieds nus, marcher dans les sommets de l'Himalaya où il fait moins 10, moins 20, moins 30 degrés. Et en fin de compte, il a aussi fait des records où il était plongé dans la glace. Et il a montré non seulement que grâce à des techniques de respiration que lui-même a appris aussi en Inde, donc issues du yoga, il pouvait supporter des températures extrêmes. Pourquoi ? Puisqu'il a créé une façon de respirer qui génère de la chaleur et de l'énergie dans son corps qui lui permet de résister au froid. Mais pas que. On a pu aussi voir, donc, dans d'autres études qui ont été menées sur lui, qu'il pouvait résister aussi à des toxines qui étaient injectées dans son corps, qui normalement devraient l'anesthésier. Il pouvait y résister simplement en fortifiant son organisme avec son souffle. Comme on l'a vu, le souffle, c'est la première forme d'énergie dont on a besoin. Si on s'en passe pendant 2 minutes, on peut tout simplement mourir. Donc, ça nous laisse comprendre que le souffle est déjà notre alimentation, et donc ce qui fait fonctionner notre corps, ce qui nous régénère, donc peut-être une des premières formes de médecine. Non seulement sur notre corps, ça a un impact, mais aussi sur notre esprit. Puisque finalement, quand on respire convenablement, on a pu observer chez des personnes, en leur apprenant à le faire, qu'elles pouvaient monter leur QI de 10 à 15 points. C'est-à-dire que c'est énorme, puisque la moyenne est de 100. Donc on arrive à monter son potentiel de 10 à 15%. C'est déjà énorme. On s'est aussi rendu compte, au niveau de l'esprit, qu'une personne qui respire convenablement, donc
va être plus créative, forcément, puisque c'est ce qu'induit finalement ce QI, qui est simplement un terme qui définit un espace mental plus ou moins grand, va être plus créative, va être plus lucide, ne va pas se laisser contrôler par ses émotions. Le simple fait de respirer permet de se libérer de n'importe quelle émotion, et même de la douleur. Si on sait respirer convenablement, si on se concentre sur son souffle et sur une respiration lente et profonde, on peut même affronter la douleur. Le simple fait de faire ça va nous, déjà dans un premier temps nous régénérer, apporter beaucoup d'énergie à notre organisme. Ce qui est intéressant, c'est que quand on suit Stig Severinsen, on se rend compte que le souffle a un impact sur notre esprit. Et notre esprit sur notre corps, sur notre vie. Stig Severinsen, dans une de ses conférences, a donné une citation où il disait que si l'homme est le maître de son souffle, il est le maître de sa vie, il est le maître de son esprit. Effectivement, on se rend compte en méditation que c'est par un travail sur le souffle, de pouvoir le ralentir toujours plus, en ralentissant notre souffle, en laissant toujours plus d'espace, déjà dans notre inspiration, en la faisant plus ample, en l'allongeant, peut-être de monter à 15 secondes sur une inspiration, et ensuite de garder le souffle aussi plus longtemps, donc peut-être garder le souffle pendant, je sais pas, 15 secondes, 30 secondes, et de relâcher l'air sur la même durée à laquelle on l'a inspiré, donc 15 secondes dans ce cas de figure, et d'allonger comme ça ces chiffres, en gardant toujours à peu près cette équivalence-là, qui est inspirée du docteur, donc si je le crois, c'était Minato, qui a montré que la respiration parfaite était basée sur 3 secondes d'inspiration, 4 secondes à garder l'air et 3 secondes à l'expirer. Maintenant, Stig Severinsen travaille davantage sur la rétention d'air. Il s'est rendu compte que le fait de retenir l'air crée du CO2 et va ensuite créer une résistance au CO2 dans notre organisme. Or, aujourd'hui, on sait en science que le CO2 est extrêmement important dans la respiration, puisque, contrairement à ce qu'on pourrait croire, d'avoir trop d'oxygène dans notre organisme sature notre corps d'oxygène, et si vous voulez, le CO2, son but, c'est d'ouvrir les membranes des cellules pour qu'elles puissent accueillir l'oxygène. Donc, si vous avez saturé votre organisme en oxygène, vos cellules deviennent totalement imperméables au bout d'un moment à l'oxygène, et c'est une sorte d'asphyxie au niveau des cellules qui se produit. Tandis que si on garde longtemps notre air dans nos poumons, on va créer du CO2, on va agrandir les membranes de nos cellules qui vont pouvoir recevoir plus d'oxygène. Et donc c'est un travail finalement sur l'oxygène et sur le CO2 qui va permettre d'arriver à la meilleure respiration. Et donc ce qu'a pu démontrer Stig Severinsen dans ses études, notamment avec des scientifiques, il a travaillé aussi avec des laboratoires, a pu montrer qu'en faisant des travaux de rétention d'air, donc de type de l'apnée, donc par exemple comme je vous proposais 15-30-15 par exemple, on allait progressivement créer une sorte de résistance dans nos poumons, puisque en fait, ce qui nous donne envie de respirer, ce sont des capteurs qui sont dans nos poumons. Or, ces capteurs ne sont pas en train de calculer l'oxygène que vous avez dans votre corps, mais le CO2. C'est-à-dire que quand vous avez l'impression d'avoir besoin de respirer, ce n'est pas parce que votre corps manque d'oxygène. C'est tout simplement parce que votre corps a reçu une certaine quantité de CO2. Or, la quantité de CO2, comme on a vu, augmente la capacité de l'oxygène de rentrer dans vos cellules. Et en fin de compte, ce qu'a montré Stig Severinsen, c'est que plus on pratique l'apnée, plus on se met en résistance face à ce besoin de respirer quand on a du CO2 dans notre corps, plus on va créer, plus on va désensibiliser finalement ces récepteurs qui captent le CO2. Et finalement, on aura moins besoin de respirer. Progressivement, notre corps s'adapte, change sa structure et on a besoin de respirer beaucoup moins. Tous les sportifs qui font du sport, où ils font beaucoup travailler leur souffle, sont habitués à des quantités de CO2 toujours très présentes dans leur corps, et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, ils ralentissent leur respiration et arrivent, notamment au niveau cardiaque, à des rythmes comme 30 pulsations minutes. Ce qui est vraiment infime. Et c'est pour ça qu'ils ont une meilleure santé, c'est pour ça qu'ils vivent plus longtemps. Puisque la fréquence cardiaque est le principal rouage qui va faire qu'on va pouvoir vivre longtemps. La qualité de notre système cardiovasculaire est le premier facteur qui fait qu'on peut vivre longtemps. Quand il commence à se dégrader, ça crée des pathologies et ça atteint tous les organes. C'est un des points névralgiques de votre santé. C'est votre système cardiovasculaire. Et le fait de pouvoir bien respirer va pouvoir
baisser la fréquence de votre rythme cardiovasculaire et donc le reposer et lui permettre de tenir plus longtemps. Si vous voulez, c'est une image comme si on disait que vous avez dans votre vie un certain nombre de pulsations qui vous est donné à la naissance, qui va dépendre en fonction des gens, en fonction de leur génétique déjà, mais aussi de leurs activités, s'ils vont faire du sport, s'ils vont se renforcer. Et en fin de compte, si on baisse notre respiration, si on respire amplement, si on baisse la fréquence de nos respirations et qu'on augmente l'ampleur de nos souffles et les pauses entre chaque, alors on va reposer notre système cardiovasculaire. Et donc on pourra vivre beaucoup plus longtemps. Prenons une personne qui aurait un rythme des battements de cœur d'une moyenne de 100 en permanence, puisqu'elle ne sait pas respirer, puisqu'elle est dans un stress permanent, qu'elle crée aussi par le fait de ne pas savoir respirer. Par exemple, une personne qui en aurait 50, potentiellement cette personne pourrait vivre 2 fois plus longtemps. Ça pourrait être en espérance de vie normale, ou ça pourrait être le simple fait que cette personne risque de faire des AVC, qui est aujourd'hui une des premières causes de mortalité avec le cancer. Donc, l'espérance de vie moyenne pourrait donner quelque chose de cet ordre-là. Maintenant, si on va dans la sagesse de l'Inde, ils ont observé que les animaux qui respirent le plus vite sont ceux qui ont la longévité la plus courte. Si on prend un exemple, une souris, par exemple, va avoir dans l'ordre d'une centaine de respirations par minute. Ça peut aller jusqu'à 200 respirations par minute, c'est dans cet ordre-là, de grandeur. Tandis, les donc vont vivre à peu près 5 ou 6 ans, pour celles qui vont plus loin. Après, si on prend, par exemple, un chimpanzé va avoir une fréquence qui va être dans l'ordre de 15, 20, en tout cas quelque chose de plus rapide qu'un être humain. Et en fin de compte, donc c'est des souffles par minute. Et donc, en fin de compte, vont vivre 50 ans en moyenne, moins que nous. Tandis qu'un être humain, déjà, se rapproche d'un chiffre qui va être de l'ordre de 10 respirations par minute. Et c'est ce qui explique, par exemple, que l'être humain peut vivre 75 ans, 80, 90. Après, c'est en fonction de chacun, puisque chacun a un rythme un peu différent aussi. Et ça donne une moyenne à peu près de 75 ans. Après, pour aller plus loin, ils ont observé aussi les tortues. Les tortues, par exemple, ont entre 2 et 4 respirations par minute. 2 et 4 respirations par minute. Et peut-être ce qui explique qu'ils vivent jusqu'à 150 ans, 200 ans, parfois. Donc, c'est là que la sagesse de l'Inde est arrivée à comprendre qu'il y avait un rapport direct entre la respiration et la longévité. Et finalement, à travers la respiration, le système cardiovasculaire qui est relié. Là où a été Stig Severinsen encore plus loin, c'est qu'il a créé une école où il a fait venir, où il a travaillé avec des gens, il a formé des gens qui avaient des problèmes moteurs, des problèmes graves, réputés incurables, de l'ordre de tout ce qui a un rapport avec le cancer notamment. Et il s'est rendu compte, qu'en les formant à avoir une bonne respiration, à pratiquer du renforcement musculaire, déjà du travail avec le corps, avec la respiration, notamment dans des sports intenses qui font travailler le VMA, comme lorsque vous courez par exemple, quand vous faites des sports intenses, ou il s'est rendu compte aussi qu'en leur apprenant à faire de l'apnée, notamment, à utiliser ses propres techniques, il a pu guérir des gens qui avaient des problèmes moteurs et qui étaient à peine capables de marcher, qui devaient utiliser des cannes, des béquilles. Il a soigné pas mal de personnes déjà, et il continue à le faire. Voilà pour l'introduction. Je pense que là, vous voyez déjà un petit peu où je veux en venir, l'intérêt de la respiration, en quoi elle est réellement importante. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vous encourage déjà à faire des recherches, peut-être que je vous mettrai quelques liens en description. Vous verrez qu'il y a toujours des liens en description si vous voulez approfondir vos connaissances autour du sujet que je vous présente. Au niveau des techniques du souffle, au niveau du Kriya Yoga, le Kriya Yoga nous propose de faire un souffle qu'on appelle le souffle Ujjayi. Ujjayi, c'est le souffle de la victoire, si vous voulez, en termes de traduction. Le principe est extrêmement simple. Alors, déjà, dans cette vidéo, je vais vous donner 2 souffles. Ce sera le niveau 1, c'est des souffles assez faciles à pratiquer. Dans un deuxième niveau, je vous montrerai des techniques de souffle plus complexes qui nous permettent d'atteindre un état de lucidité déjà différent, mais qui demande déjà plus de volonté. Dans un premier temps, c'est pour vous familiariser avec la pratique du souffle. Je vais simplement vous donner des souffles que vous pouvez faire tous les jours dans tout ce que vous faites. Donc finalement, vous pouvez le faire à n'importe quel moment de votre journée, 2 minutes par-ci, 3 minutes par-là, ça commence à vous familiariser avec le fait d'être conscient de votre souffle et de le piloter.
non seulement le fait d'être conscient de votre souffle va vous permettre d'être beaucoup plus présent à ce que vous faites. Si vous êtes tout le temps conscient de votre souffle, par exemple, vous ne perdez jamais vos clés. Vous avez une mémoire augmentée, notamment. Une vigilance, une présence, une lucidité augmentée. Alors, la technique Ujjayi que je vais vous présenter, c'est une technique qui va vous servir à vous énergiser, à créer de la chaleur dans votre corps, notamment à récupérer de l'énergie lorsque vous êtes fatigué, par exemple. Dans un second temps, je vais vous montrer une autre respiration que j'appelle Om Pranayama. Cette technique-là, c'est une technique qui va vous permettre, au contraire, quand vous êtes dans une émotion qui vous prend, quand vous êtes trop électrisé, trop agité, qui va vous permettre, au contraire, de faire redescendre un petit peu et de retrouver le calme, de prendre le contrôle de vos émotions, de pouvoir rester assis sur une chaise en travaillant, en ayant plus d'efficacité notamment. Donc ce sont deux souffles qui se complètent, puisque l'un vous permettra davantage d'être dans le mouvement, tandis que l'autre vous permettra davantage d'être posé, mais tout en vous rechargeant aussi. Parce que la technique Ujjayi crée beaucoup d'énergie et pourrait être un obstacle au fait de rester assis sur une chaise si vous avez un travail de ce type-là, par exemple. Donc la technique Ujjayi. La technique Ujjayi est assez simple. Alors tout ce que vous avez à faire, c'est, lorsque vous inspirez dans un premier temps, vous concentrez pour prendre votre souffle non pas au niveau du nez, mais au niveau de votre gorge. Vous vous concentrez au niveau de votre gorge et ouvrir votre gorge et prendre ce souffle de là. Quand vous le faites efficacement, ça crée un son assez proche du son marin. Donc je vous fais une démonstration. Je pense que vous avez pu l'entendre. Ça crée un son très proche de ce que fait la mer en fait, quand elle est au large. Donc dans un premier temps, tout repose là-dessus. Le deuxième axe sur lequel il faut travailler, donc maintenant qu'on a vu la technique au niveau du corps, c'est, dans un premier temps, poser votre langue sur le palais, déjà, quand vous inspirez en même temps que vous ouvrez votre gorge. Et donc vous concentrez sur ce son pour le générer tout le temps. Vous pouvez le faire sans que ça fasse beaucoup de bruit. Vous pouvez respirer plus profondément, plus doucement. Là, vous n'avez rien entendu, par exemple, quasiment. Donc vous pouvez le faire même sans que ce soit bruyant. La deuxième chose, c'est le rythme. Comme on a pu le voir, il y a un souffle parfait, du moins qui apporte des effets positifs sur votre biologie. La base est assez simple. Plus vous respirez sur des longues périodes, plus vous ralentissez votre fréquence, comme on a pu le voir, plus vous augmentez votre santé. Donc, l'idée, c'est de commencer par exemple avec la respiration du docteur Minato, pourquoi pas. Vous commencez avec 3 secondes à l'inspire, 4 secondes de rétention d'air, 3 secondes à l'expire. En faisant donc cette technique Ujjayi. Ça va vous permettre de vous énergiser. Ensuite, quand vous êtes à l'aise, si vous êtes à l'aise, d'aller plutôt sur les mêmes ratios, par exemple en doublant les chiffres. Par exemple, de 3, vous passez à 6 d'inspiration, de 4, vous passez à 8 de rétention, et vous passez à 6 aussi. Donc toujours l'équivalence entre le temps où vous inspirez et le temps où vous expirez. Donc 6 en expiration. Donc vous avez compris le principe. Pensez peut-être à prendre des notes et à y revenir plus tard. Maintenant, c'est la deuxième technique que je voudrais vous partager. C'est la technique donc de Om Pranayama. Donc la technique de Om Pranayama va rejoindre celle d'Ujjayi. La seule différence, c'est que on ne va pas créer un bruit au niveau de notre gorge. Ce qu'on va faire, par contre, c'est se concentrer sur un son que vous produisez au niveau de vos oreilles quand vous le faites. Donc la technique s'inspire d'une respiration naturelle que prend le corps quand il a besoin de s'énergiser. C'est quand vous bâillez. Quand vous bâillez, donc quelque part votre gorge s'ouvre aussi, et vous pouvez tous très facilement, je pense que tout le monde sait, créer le fait de bâiller de manière artificielle. En respirant tout doucement, en ouvrant au maximum notre gorge ici, ça va naturellement nous donner envie de bâiller. Donc, de reprendre ce mouvement naturel du corps, donc du bâillement. L'idée, c'est que si vous le faites bien, c'est ça que vous devez essayer d'atteindre dans cette respiration-là, c'est d'entendre au niveau de vos oreilles un bruit qui fait une sorte de... pas comme je viens de le faire, mais
Si vous vous bouchez les oreilles, tout simplement, vous entendez un bruit qui provient de l'intérieur de votre corps. C'est votre système cardiovasculaire, c'est le sang qui circule que vous entendez. Vous entendez une sorte de vibration. Dans cette technique de Om Pranayama, la technique, ça va être de faire comme si vous vouliez bâiller à l'inspire, mais de respirer extrêmement doucement. Tellement doucement que ça va créer ce bruit dans vos oreilles. Je vous recommande d'essayer progressivement. Au début, vous l'entendrez peut-être pas beaucoup, peut-être par la suite un peu plus, un peu davantage. Donc l'idée, c'est de rester concentré sur ce bruit que vous générez ensuite progressivement au niveau de vos oreilles quand vous faites comme si vous bâillez. Si vous bâillez, c'est normal, c'est que vous le faites bien, mais que vous respirez pas assez doucement. Et là, l'idée, c'est de inspirer le plus longtemps et le plus doucement possible. Et ensuite, une fois que vous êtes arrivé au maximum, de commencer tout de suite à expirer le plus doucement possible et le plus lentement possible. Donc dans cette technique-là, on ne va pas faire de rétention d'air. Donc c'est ce qui va faire qu'on va peut-être avoir moins d'énergie qui va être générée, mais une plus grande concentration, puisque plus on respire doucement et plus on est concentré. Ce qui nous permet par exemple de lire un livre beaucoup plus rapidement, de faire un travail sur une chaise en étant plus concentré. Donc je vous encourage à essayer. Je vais le faire devant vous, vous allez rien entendre, mais je vais me concentrer sur le bruit que je génère ici, qui est exactement le même donc que celui lorsque vous pincez vos deux oreilles, pour les fermer totalement. Donc je fais comme si j'essayais de bâiller. Donc je vois au maximum ma gorge en inspirant, la langue sur le palais. Et j'entends donc cette vibration comme un grondement, semblable à celui de l'orage quand ça vient de tonner derrière. Et c'est sur ça que je me concentre tout le long, quand je fais cette respiration. Donc essayez les deux respirations, vous verrez qu'elles ont chacune des vertus différentes. Par exemple, le matin, quand vous vous réveillez, la respiration Ujjayi que je vous ai montrée est bien pour s'énergétiser, pour trouver de la force dans le mouvement. Tandis que si vous devez faire un travail, vous avez besoin de vous concentrer, donc plutôt intellectuel que physique, alors c'est le Om Pranayama qui va vous fournir un maximum d'énergie et de concentration. Au niveau donc plutôt mental, par le fait de respirer très doucement. Maintenant qu'on a vu ces deux techniques, donc je vous recommande de noter vraiment pour y revenir, ou alors de regarder plus tard la vidéo. Maintenant qu'on a vu ces deux techniques, simplement de manière générale dans votre vie, quand une émotion vous submerge, que ce soit même la douleur, que ce soit une émotion quelconque que vous avez, qui vous déstabilise, qui vous empêche de réfléchir, qui vous empêche d'être en lucidité. Tout ce que vous avez à faire la plupart du temps pour vous en libérer, c'est de prendre une bonne inspiration qui part du ventre jusqu'en haut de vos poumons. Tout simplement. Gardez l'air un peu. Des inspirations comme ça, si vous en prenez simplement une, deux, trois, vous vous sentez tout de suite bien. Faites l'expérience. Peut-être maintenant, devant l'écran. Faites-le avec moi peut-être. Laissez-la sortir naturellement. Vous voyez comme vous êtes apaisé, comme vous êtes détendu instantanément. C'est quelque chose que vous pouvez faire dans votre vie tous les jours pour gérer au quotidien votre stress, votre émotion, pour rester dans un bien-être permanent. Vous verrez que ça peut vous libérer de à peu près tout. Toute situation conflictuelle, si vous prenez un bon souffle, non seulement vous allez évacuer tout de suite cette charge de stress inutile, vous allez penser de manière plus lucide, de manière plus claire, et vous allez trouver des meilleures solutions pour résoudre chacune de ces situations qui ont de toute façon toujours une solution idéale pour être réglées. Et c'est seulement quand on est réellement dans la paix qu'on peut voir avec clarté. Dans un second temps, le deuxième souffle que j'avais déjà recommandé dans une autre vidéo, qui est aussi une technique de gestion de stress, mais celle-là plus au niveau de la douleur, au niveau d'un mal-être, c'est de prendre des inspirations rapides, mais très courtes.
pour remplir tous nos poumons. C'est la seule différence. Donc, je vous montre. Voilà. Donc, je vous ai montré 4 techniques de souffle. 2 que vous pouvez faire pour créer la méditation. Par exemple, avant votre méditation ou avant de faire votre yoga, de pratiquer ces souffles-là pendant quelques minutes. Et de manière générale, je vous ai présenté des souffles que vous pouvez pratiquer dans toute votre journée, qui vont créer de l'énergie, qui vont vous aider à guérir de tout ce qui pourrait affliger votre corps. Dans un premier temps, vous pouvez faire ça toute la journée. Si vraiment, dans votre journée, il y a des moments où l'émotion est vraiment forte, où un stress est vraiment fort, ou une douleur est vraiment forte, dans ce cas-là, c'est les 2 souffles que je vous ai montrés à la fin, que vous pouvez pratiquer momentanément pour retrouver votre sérénité, votre bien-être. Voilà, donc je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a inspiré, que ça va vous servir. Je vous souhaite une belle continuation de la paix, de la joie, de l'amour dans vos vies. Salut!